Il existe une horloge invisible qui, après 90 ans de tic-tac régulier, commence à résonner différemment dans l'esprit d'un homme. Mon nom est Jean-Pierre Bénédicte. À 96 ans, je porte sur mon visage la géographie d'un siècle qui s'efface, mais mon esprit, lui, reste une bibliothèque dont je connais chaque rayonnage. Pendant plus de 50 ans, j'ai enseigné les lettres à l'Université Lumière de Lyon. J'ai appris à mes étudiants que la liberté n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Pourtant, j'ai failli perdre la mienne dans le silence feutré d'un appartement parisien, piégé par l'amour et la prétendue bienveillance de ma propre chair. Tout a commencé il y a 3 ans, dans le sillage douloureux du départ de Madeleine. Madeleine n'était pas seulement mon épouse, elle était mon point d'ancrage, la relecture constante de mon existence. Lorsqu'elle s'est éteinte dans notre grande maison de la Croix-Rousse, le silence est devenu un monstre qui dévorait les pièces les unes après les autres. Je me suis surpris à dresser la table pour 2, à attendre le bruit de ses pas sur le parquet de chêne, pour finir par dîner d'un morceau de comté et d'un quignon de pain rassis, debout dans la cuisine. Lyon, ma ville de lumière, semblait s'assombrir. L'incident qui a tout précipité s'est produit un mardi de novembre sur la place Bellecour. Le vent du nord soufflait fort ce jour-là. J'ai eu un léger vertige, un simple flottement de la réalité qui m'a forcé à m'asseoir sur un banc face à la statue de Louis XIV. Ce n'était rien, une baisse de tension, mais ma fille Chantal l'a appris. Chantal est avocate à Paris, une femme dont l'efficacité n'a d'égal que son inquiétude. Son appel ce soir-là ne fut pas une discussion, mais un plaidoyer. « Papa, tu ne peux plus rester seul dans cette immense maison. Et si tu tombes? Et si personne ne t'entend ?» Elle a utilisé les mots qui désarment les vieillards. Sécurité, confort, famille. Elle m'a proposé de venir vivre avec elle et Marc, mon gendre, dans leur appartement de Boulogne-Billancourt. « On a tout prévu, papa. On va transformer le bureau en une chambre magnifique pour toi. Tu seras avec tes petits-enfants, tu verras le ciel de Paris tous les matins. » Dans mon deuil et ma fatigue, j'ai confondu sa protection avec ma propre survie. J'ai vendu mes meubles, donné une grande partie de mes précieux livres, ce qui fut ma première petite mort, et j'ai quitté Lyon avec une seule valise et ma vieille machine à écrire, pensant que j'allais vivre un automne paisible, entouré de chaleur humaine. Le voyage vers Paris fut étrange. En regardant défiler le paysage depuis la fenêtre du TGV, j'avais l'impression de remonter le cours d'un fleuve à contresens. À mon arrivée, tout semblait parfait. On m'a montré ma chambre, un espace propre mais exigu, qui sentait encore la peinture fraîche et les dossiers de Marc. « Voilà ton chez-toi, papa », a dit Chantal en m'embrassant. Mais en posant ma main sur le mur froid, j'ai senti que ce n'était pas un foyer, mais une escale. Les premiers jours furent bercés par une courtoisie excessive. On me servait mon café, on me demandait mon avis sur le menu, on m'exposait fièrement aux amis lors des dîners du samedi soir, comme une relique précieuse et bien conservée. Cependant,
sous cette surface polie, les rouages d'une autre réalité commençaient déjà à grincer, transformant doucement mon nouveau refuge en une cage dont je ne voyais pas encore les barreaux. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. La vie à Boulogne-Billancourt s'est installée avec la discrétion d'une marée montante. Au début, on me demandait « Papa, cela t'ennuierait-il de jeter un œil au rôti pendant que je finis ma visioconférence ?» Ou « Jean-Pierre, pourrais-tu accompagner Théo à son cours de judo, c'est juste au bout de la rue ?» Comment aurais-je pu refuser? J'avais tout mon temps, un temps immense et vide que je ne savais plus comment meubler depuis que ma bibliothèque lyonnaise n'était plus là pour me tenir compagnie. J'acceptais avec un sourire, heureux de me sentir utile, de ne pas être qu'un simple bibelot posé dans le salon. Mais la gentillesse est une pente savonneuse. En quelques mois, l'exception est devenue la règle. Mon réveil, autrefois dicté par l'envie de lire ou de flâner sur les quais de Seine, est devenu l'esclave de l'emploi du temps de Chantal et Marc. À 7 heures précises, je prépare le petit déjeuner. Les tartines beurrées pour Théo, le café serré pour Marc, qui court après son RER, et le thé vert de Chantal. Je suis devenu le métronome de leur foyer. Le bureau qui me servait de chambre s'est transformé en une annexe de la vie domestique. On y entre sans frapper pour chercher un dossier ou ranger le linge propre. Mon intimité s'est évaporée, dissoute dans les nécessités des autres. Un après-midi de printemps, alors que je rentrais des courses, portant 2 sacs pesants sous un ciel parisien grisâtre, j'ai surpris une conversation entre Marc et un de ses collègues sur le palier. « C'est une chance inouïe d'avoir Jean-Pierre ici, » disait Marc d'un ton détaché. « On n'a plus besoin de baby-sitter, la maison est toujours tenue, et Chantal peut enfin se concentrer sur ses dossiers au cabinet. C'est un arrangement parfait. » Parfait pour qui? La question a résonné dans mon crâne comme un coup de fusil. Je n'étais pas un invité de Marc, j'étais une solution logistique. Une main-d'œuvre gratuite, gratifiée de quelques merci polis en fin de journée. Le plus douloureux n'était pas la fatigue physique, bien que mes articulations de 96 ans protestent chaque soir, mais l'effacement de mon intellect. À table, lorsque Marc et Chantal discutent de droit ou de politique, mes interventions sont accueillies par ce silence condescendant que l'on réserve aux enfants ou aux égarés. « C'est gentil, papa, mais le monde a changé depuis tes cours à la fac, » soupire Chantal avec un petit sourire de pitié. Il m'aime, je n'en doute pas, mais il m'aime comme on aime un vieux chien fidèle, tant qu'il ne demande rien et qu'il reste à sa place sur le tapis. J'ai même perdu le contrôle de mes propres soins. Chantal a pris rendez-vous chez un nouveau médecin à Paris sans m'en parler. C'est pour ton bien, Jean-Pierre, il est plus proche de l'appartement, a-t-elle tranché. Ma liberté de choix, ce dernier rempart de la dignité, s'effritait jour après jour. Je me sentais devenir une ombre, un spectre qui hante les couloirs de leur appartement moderne, rangeant des jouets
et épluchant des légumes. Pourtant, au milieu de cet engourdissement de l'âme, une petite flamme refusait de s'éteindre. Elle attendait simplement un souffle, un signal venu du passé, pour raviver l'incendie de ma révolte. Le destin a parfois le goût d'une Madeleine de Proust, mais pour moi, il prit la forme d'une enveloppe crème, glissée sous une pile de factures d'électricité et de publicité pour des supermarchés parisiens. C'était un après-midi de grisaille, alors que je revenais de la boulangerie avec les baguettes pour le goûter des enfants. Mon nom y était calligraphié d'une main tremblante, mais élégante. Monsieur le professeur Jean-Pierre Bénédicte. Ce simple titre, professeur, a agi sur moi comme un électrochoc. Dans cet appartement, je n'étais que papy ou le père de Chantal. J'avais presque oublié que j'avais été quelqu'un d'autre. La lettre venait de Bretagne, d'un certain Étienne. Il avait été mon élève à l'université Lumière il y a 40 ans. « Monsieur le professeur », écrivait-il, « je tenais à vous dire que vos cours sur l'existentialisme et la liberté de l'individu ont sauvé ma vie. Aujourd'hui, alors que je prends ma propre retraite, je relis vos notes. Vous nous disiez que l'homme est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Merci d'avoir été mon guide. Je suis resté assis dans la cuisine, le papier entre mes doigts, taché par l'âge, et j'ai pleuré. Je ne pleurais pas de tristesse, mais de honte. Comment avais-je pu, moi qui avais enseigné la liberté à des générations, me laisser enchaîner par le confort de la servitude familiale? Le soir même, le vernis de la famille parfaite a craqué. Chantal est rentrée du cabinet, nerveuse, jetant ses clés sur la console. « Papa, Marc et moi partons en séminaire à Deauville ce week-end. Tu t'occuperas de Théo et de la chienne, n'est-ce pas? On a déjà tout organisé. » Ce n'était pas une question, c'était une directive. Je les ai regardés, elle et Marc, attablés devant le repas que j'avais moi-même préparé. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient une pièce du puzzle, un rouage bien huilé de leur logistique domestique. « Non », ai-je dit. Le mot est tombé comme un couperet dans le silence de la salle à manger. Marc a levé les yeux de son assiette, surpris. Chantal a froncé les sourcils. « Pardon, papa, tu as dit quelque chose ?» J'ai posé ma fourchette, redressé mes épaules, et je les ai fixées avec toute l'autorité que j'avais autrefois dans mes amphithéâtres. J'ai dit non, Chantal, je ne resterai pas ce week-end. En réalité, je ne resterai plus du tout. Je retourne à Lyon. L'explosion qui a suivi fut prévisible. Chantal a invoqué ma santé, ma fragilité, l'ingratitude. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on a sacrifié une pièce, on t'a intégré à notre vie, s'écriait-elle. Marc, lui, a tenté une approche plus insidieuse. Jean-Pierre, sois raisonnable, tu as 96 ans, tu ne peux pas vivre seul, c'est de la folie, ou peut-être que ta tête commence à te jouer des tours. C'était l'insulte ultime. Pour justifier mon enfermement, il préférait me croire sénile plutôt que libre. L'évasion ne demande pas toujours des cordes ou des échelles. Parfois, elle ne nécessite qu'un billet de train et une volonté d'acier. Le matin de mon départ, Boulogne-Billancourt était plongée dans une brume laiteuse.
Chantal ne m'a pas parlé pendant que je fermais ma valise. Son silence était punitif, une dernière tentative de me faire ployer sous le poids de la culpabilité. « Tu fais une erreur monumentale, papa », a-t-elle murmuré sur le pas de la porte, sans même me regarder. « Qui s'occupera de toi quand tu tomberas ?» J'ai simplement souri, un sourire de paix que je n'avais pas porté depuis la mort de Madeleine. Je tomberai peut-être, Chantal, mais je tomberai debout, dans ma propre vie. Le retour à Lyon fut une renaissance. Mon fils Marc-André, le cadet qui vit encore dans le Rhône, m'attendait sur le quai de la gare de la Part-Dieu. Contrairement à sa sœur, il n'a pas essayé de me diriger. Il a simplement pris ma valise et m'a conduit vers mon nouvel appartement. Ce n'est pas la grande maison de la Croix-Rousse, certes, mais c'est un studio lumineux dans le 2e arrondissement, à 2 pas de la place des Jacobins. En franchissant le seuil, j'ai respiré une odeur que j'avais oubliée, l'odeur de la possibilité. Il n'y avait pas de jouets qui traînent, pas de liste de courses dictée par d'autres, pas de planning de babysitting. Il n'y avait que moi et le silence merveilleux de l'autonomie. Ma première semaine fut un acte de résistance tranquille. J'ai dormi jusqu'à 10 heures, savourant chaque minute de ce sommeil sans alarme. J'ai repris mes habitudes au café de la place, où le serveur m'appelle désormais par mon nom. Mais le plus grand changement fut mon retour à l'université du temps libre. À 96 ans, je ne suis plus le professeur titulaire, mais je suis devenu un mentor, un conteur d'histoire pour ceux qui, comme moi, refusent de s'éteindre avant l'heure. J'ai retrouvé Carmen, une ancienne collègue, et ensemble, nous avons monté un cercle de lecture pour les seniors isolés. Je ne suis plus le papy de service, je suis à nouveau Jean-Pierre Bénédicte, l'homme de lettres. L'ironie de cette histoire, c'est que mon départ a sauvé ma famille. 3 mois plus tard, Chantal est venue me voir. Elle ne pleurait plus de colère, mais d'épuisement. « Tu avais raison, papa », a-t-elle avoué en regardant la vue sur la colline de Fourvière depuis mon balcon. On s'était habitué à ce que tu portes tout le poids de notre logistique. Sans toi, Marc et moi avons dû apprendre à être vraiment parents, à nous organiser, à nous parler. En refusant d'être leur béquille, je leur ai appris à marcher seul. Notre relation n'est plus basée sur une transaction de service, mais sur une affection réelle, celle qui respecte la distance nécessaire à la dignidad. Aujourd'hui, alors que le soleil décline sur les eaux de la Saône, je repense à cette phrase de Marc Aurèle que j'aimais tant citer. « Très peu de choses est nécessaire pour faire une vie heureuse. J'ai mon studio, ma machine à écrire, mes livres et mes amis. Je n'ai plus la sécurité absolue du foyer de ma fille, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, la souveraineté de mes derniers jours. Si vous avez des parents âgés, ne leur demandez pas ce dont ils ont besoin, demandez-leur ce qu'ils désirent. Et si vous êtes comme moi au crépuscule de votre vie, rappelez-vous que la flamme de l'indépendance ne s'éteint que si vous cessez de l'alimenter. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte, j'ai 96 ans et je n'ai jamais été aussi vivant. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.